Ça ne se voit pas bien parce que c'est écrit avec de l'encre qui est un peu épuisé. Et donc ça s'intitule Enfin l'Arabie Saoudite pardon, a utilisé son armement. Pourquoi dire cela, parler de cela en français plutôt qu'en arabe? Bon, c'est un choix un peu arbitraire, mais en tout cas, c'est un sujet qui m'interpelle depuis un moment. Je suis quelque part en situation de sidération par rapport à tout ce qu'a fait ce pays en termes d'achat et d'accumulation d'armements de toutes sortes. Évidemment, il y avait des choses dans cette histoire qui n'étaient pas en relation directe avec des envies d'armement ou de surarmement, mais plutôt ça permettait de rendre, de rendre la politesse aux pays alliés, aux pays qui jouaient le rôle protecteur de l'Arabie Saoudite. Et il y avait aussi des possibilités de gains pour certains responsables par le moyen des rétrocommissions. Donc, des commissions, rétrocommissions, peu importe, les commissions, certaines commissions sont tellement conséquentes, sont tellement énormes que, évidemment, elles justifient toute irrationalité, parce qu'il ne s'agit pas d'un comportement rationnel. Ce que fait l'Arabie Saoudite est de l'ordre de l'irrationnel. Sachant, primo, que l'armement a une période de vie bien spécifique, il connaît la désétude, je n'arrive pas à le trouver. Il devient désuet. Et donc finalement, à partir du moment où un armement est désuet, il n'est plus bon à être utilisé. Désétude. Et donc fondamentalement, à un moment donné, l'Arabie Saoudite soit se débarrasse de cet armement, soit peut-être en le vendant en tant que ferraille, soit en faisant cadeau à des pays alliés. Et donc, malgré le fait que certaines clauses des contrats stipulent qu'il ne doit pas être cédé à un pays tiers. Que ça vienne de l'Arabie Saoudite, que ça vienne des Émirats Arabes Unis. En tout cas, il y avait cette tendance à céder du matériel acquis auprès, par exemple, je pense à la Suisse et autres. Donc, fondamentalement, les dépôts d'armement devaient être énormes et certainement impossibles à gérer. Donc il fallait bien faire un peu de vide pour pouvoir permettre au nouvel armement de pouvoir être stocké. Donc à un moment donné, on se débarrasse de l'ancien ou du pas très récent en faisant cadeau, en faisant profiter des pays qui, eux, n'ont pas la capacité d'acheter l'armement qu'ils désirent. Donc fondamentalement, il y a donc cette histoire de désétude, et après il y a l'histoire que l'armement, évidemment, on achète un avion, et derrière l'avion, il y a l'obligation de l'entretien, pièces détachées, etc. Donc on est lié au constructeur, au vendeur, de façon permanente. On doit lui acheter, on doit avoir des techniciens qui viennent, ces techniciens lui, qui viennent entretenir le matériel, et puis il y a les pièces de rechange. Donc, obligatoirement, il faut, et quand on sait que les choses les plus chères ce ne sont pas l'objet premier, mais les pièces de rechange, on sait ça pour l'automobile, et évidemment, on peut généraliser ça pour ce qui est de l'armement. Donc, fondamentalement, ces stocks qui devaient être énormes, armements de toutes sortes, défensifs, offensifs, des fois je ne vois pas trop la différence entre l'offensif et le défensif, mais admettons qu'il y a des pays qui ne vendent que l'armement défensif à certaines puissances, essayant d'introduire par là même une sorte de moralisme un peu
comme une éthique professionnelle. Je vous vends ce qui vous est nécessaire pour vous défendre, mais pas pour autre chose. On peut imaginer cela, on peut le supposer. Après, donc, l'armement, quel armement? L'Arabie Saoudite, de quel armement a-t-elle besoin? Alors, on peut supposer qu'on s'arme parce qu'on est capable de se défendre par soi-même. Or, les missions de maintien de l'ordre public, tout ce qui est moyen de répression et moyen de maintien de l'ordre, moyen de gestion des populations, cela, il n'y a pas de problème. On ne fait pas spécialement appel à des forces de police, quoiqu'en Arabie Saoudite, ça a été fait à plusieurs reprises, le JIGN, etc., a été appelé en renfort en Arabie Saoudite, malgré la police ou les polices et armées saoudiennes. Il a fallu faire appel à des forces étrangères, bien étrangères, le JIGN à la Mecque, faut-il quand même le rappeler. Et donc, il y a cela, et puis après, comment dire, l'histoire de l'armement, à un moment donné, on ne voyait pas l'Arabie Saoudite dans un conflit. Imaginons un conflit avec qui? Avec le Shah. Le Shah a disparu. Il y avait Saddam Hussein qui jouait le rôle, qui faisait la guerre à la place des autres. Il a fait la guerre à la place des Saoudiens, des Koweïtiens, des Émiratis et tout ça. Donc il a joué. Il a été financé en partie parce qu'il avait aussi son argent propre. Il n'est pas un pays propre, l'Irak, à ce que je sache. Donc il avait les moyens aussi de financer sa guerre. Mais il a été aidé, et donc il a fourni ses forces, c'est lui qui a mis son territoire en jeu. Il a fait le paravent, il a joué ce rôle en première ligne. À un moment donné, donc, dans cette guerre avec l'Iran, chiite, religieux, avec la République islamique d'Iran, il a été une sorte de protecteur. L'Iran s'est épuisé à combattre l'Irak, et toute velléité d'exportation de la révolution islamique a été affaiblie, a été réduite, et donc les pays du Golfe pouvaient continuer leur train-train sans trop de soucis. Après, l'Arabie Saoudite a fourni une base arrière pour les troupes occidentales, comme on dit, ou pas occidentales, mais toutes les troupes qui s'étaient alliées pour combattre l'Irak. Mais je ne pense pas, peut-être qu'il y a eu un appui apporté par les avions, par l'aviation saoudienne, mais peut-être pas par les soldats, peut-être aussi par tout ce qui est... je ne parle pas des bases, mais je voudrais parler de tout ce qui est éléments, division mécanique ou des choses dans ce genre, je ne trouve pas le mot, mais fondamentalement, l'Arabie Saoudite n'a pas dû user de l'armement qui était dans ses entrepôts. Et quelque part, évidemment, les contrats d'armement continuaient à chaque fois qu'il y avait une visite, ça se concluait soit par la vente de chars, de navires, d'avions, de toutes sortes. Ça achetait de tout. C'était des gens qui étaient en appétit. Ils avaient une appétence pour tout type d'armement. Et donc, je suis content. Et non, je dis ça au deuxième degré. Je ne suis pas du tout content que l'occasion était donnée à l'Arabie Saoudite, enfin, de mettre en mouvement ses troupes, de mettre en mouvement, en action, son aviation, ses troupes blindées, c'est tout ce qui est engins blindés, ses fusées, tout ce qui est en sa position, donc une partie de ce qu'elle possède, son armement. Peut-être qu'elle a des armements qu'elle laisse de côté pour des situations plus
comment dire, plus engageante. En tout cas, pour l'ampleur de son engagement, elle a utilisé, par rapport à l'ampleur de la tâche qu'il attendait au Yémen, elle a utilisé l'armement qu'il fallait. Faut-il s'en réjouir? Que Nini, je ne me réjouis pas, et je pense qu'il n'y a personne qui se réjouit des bombardements effectués par l'aviation saoudienne et alliée sur le Yémen. Qui peut accepter que ces gens, a priori de constitution si fragile, il n'y a pas de Yéménites gros, ça, c'est des gens assez fins, on les voit mal résister aux bombes, à fragmentation ou pas, on les voit mal résister à la destruction. Ces gens, déjà par leur apparence physique, nous amènent à penser qu'ils sont plus fragiles que d'autres. Après, ces constructions soient anciennes et peut-être certaines comptant dans le patrimoine de l'humanité. Il y a des constructions en terre, donc peut-être en pisé, mais en tout cas en terre, qui sont, comment dire, assez remarquables. Certaines constructions, certaines remarquables, et ce côté leur amène la considération et l'admiration de plein de gens. Il y avait de la belle architecture et beaux édifices au Yémen. Après, il y a tous les édifices contemporains, et ceux-là en béton armé et tout ça. Ceux-là, évidemment, sont beaucoup moins remarquables que ce qui préexistait. Mais quand on voit les résultats des bombardements, les bombardements qui soient tombés au bon endroit ou qui se soient trompés de cible, évidemment, parce que la guerre, elle ne fait pas du 100% de la cible, la bonne cible 100%, elle rate. Il y a beaucoup de ratés dans les bombardements. Et ces ratés, personne ne vient, comment dire, ces ratés, personne ne les porte à la connaissance du monde de façon ostentatoire. Pourquoi ne pourrait-on pas parler de possibilités de crimes de guerre? Bombardements sur des infrastructures, genre hôpitaux ou autres, ou écoles, etc. Et des bombardements qui peuvent coûter à ceux qui les ont commis des infractions qui peuvent leur coûter un passage devant le tribunal pénal international, devant le TPI. Pourquoi pas? C'est quand même assez pitoyable. L'Arabie Saoudite, quoi qu'il en soit, quelles qu'elles puissent être ses capacités en armement, ne pouvait pas se défendre. Elle savait qu'elle avait un protecteur. Il y a un protecteur américain, et puis il y a peut y avoir un protecteur égyptien, il peut y avoir un protecteur français, un protecteur allemand. Tout le monde serait prêt pour protéger l'Arabie Saoudite en cas d'agression sur ses frontières, en cas d'agression iranienne par exemple. Il n'y avait pas de risque. Donc pourquoi s'armer si on sait que quelque part on a quelqu'un de très puissant qui est plus puissant qu'on ne le sera jamais et qui lui pourrait jouer le rôle de défenseur. Et donc l'armement, si c'est pour aller bombarder le Yémen, ça paraît dérisoire. Tout cela pour cela, tout ça pour ça. Acquérir tout cela pendant des décennies juste pour aller le déverser sur le Yémen. Il y avait de la part des politiques. Les politiques, ce sont des gens qui doivent être responsables. La responsabilité suppose de l'anticipation, suppose de la prévoyance. La guerre n'est que la manifestation ultime de l'échec de la politique. Quand on a échoué à prévenir, quand on a échoué à mettre fin
à empêcher l'inéluctable d'arriver. Il y avait des éléments forts qui laissaient présupposer que l'évolution de la situation au Yémen allait vers quelque chose qui n'était pas acceptable pour certains acteurs régionaux. Donc il fallait intervenir en amont, bien avant tout début, et intervenir. Peut-être des pressions économiques, peut-être une intervention au sol, peut-être quelque chose de beaucoup plus précis et beaucoup moins aveugle que ces bombardements. Ces bombardements qui touchent, qui va reconstruire le Yémen? Quel argent? Tout ce qui a été détruit. Bien sûr, ce n'est pas aussi détruit qu'en Syrie, mais il y a des destructions. La destruction par l'aviation est l'échec est le symbole de l'échec absolu d'un régime, d'une puissance, d'une politique. Cela doit être dénoncé. Pourquoi ne dénonce-t-on pas ce que fait l'Arabie Saoudite? Qui lui a donné mandat pour intervenir? C'est un jeu, quelque part, intérieur. C'est quelque chose qui se produit au Yémen. C'est un conflit intérieur. Bien sûr, tous les conflits intérieurs ne sont pas à 100% intérieurs. Il y a toujours des facteurs, des acteurs extérieurs. Mais la guerre est faite par les Yéménites. Elle n'est pas faite en majorité, elle n'est pas faite par des éléments venus de l'étranger. Donc ça se passe entre Yéménites, entre des gens du même pays, parce qu'ils ont des vues divergentes, parce qu'ils ont des choses à régler entre eux, parce qu'il y a des rivalités, parce qu'il y a des contentieux, parce qu'il y a des tensions, parce que l'imama, il y a des gens qui prennent l'imama au Yémen et qui voudraient rétablir ce mode de gouvernement. Bien entendu, il y a tout un tas de choses qu'a fait l'Arabie Saoudite bien en amont pour prévenir cette montée vers le conflit ouvert, déclaré. Donc, je ne veux pas m'étendre là-dessus, c'était juste en tant qu'élément d'interpellation, en tant qu'élément un peu, comment dire, comme si je devais rire, mais rire de façon, rire de celui qui est aigri, que celui qui ne peut pas, qui n'a rien d'autre, il ne peut que constater les choses. Nous avons besoin d'un personnel politique partout, cela est nécessaire et possible, d'un personnel politique compétent qui obligatoirement doit gérer les affaires publiques de façon à empêcher que les tensions puissent s'enraciner, que les conflits puissent naître. Il y a des conflits inutiles qui ne résolvent rien, des conflits qui ajoutent à la tension, des conflits qui sont les initiateurs, qui seront les fournisseurs, qui seront les justificateurs d'autres conflits. D'autres conflits vont naître du conflit actuel parce que cela n'a pas été réglé, n'a pas été anticipé. Nous devons renoncer à l'arme de la destruction comme réponse à nos limites. Nous devons trouver des moyens, toutes sortes de moyens. Il faut établir des buts à long terme et se donner les moyens de les atteindre. Un bombardement, d'ailleurs tous les bombardements n'ont pas permis de gagner cette guerre. Il y a comme de l'enlisement. Bombardements aériens n'ont pas permis de mettre fin à la puissance du camp adverse. Peu importe qu'on dise que le camp adverse est un camp illégitime, est un camp de putschistes, est un camp, et que l'autre est le camp légitime, le camp de la résistance. On peut utiliser toutes les catégories sémantiques qu'on veut, n'empêche que chaque camp a sa propre légitimité. Les gens ne meurent pas pour rien. Le camp adverse sacrifie ses hommes, sacrifie ses biens pour la juste cause.
Tout le monde a une juste cause. Il faudrait juste qu'on arrive à expliquer à tout le monde qu'ils ont plutôt intérêt à vivre dans le même pays, à vivre, à cohabiter de façon pacifique, pas avoir recours à l'armement, à la guerre, à la destruction. Cela ne résout rien. Un pays où c'est limité aux ressources que le Yémen, un pays pauvre et qui évidemment va s'appauvrir encore plus. Un pays qui a besoin d'argent pour ses infrastructures de toutes sortes. Peut-il accepter un tel niveau de destruction? Est-ce que l'Arabie Saoudite qui va se charger de réparer? L'Arabie Saoudite qui a ses propres problèmes de baisse de budget? L'Arabie Saoudite qui a ses propres chantiers, qui a ses propres priorités, va-t-elle avoir comme politique prioritaire, c'est-à-dire la remise en état du Yémen après la guerre? Cela sera à la charge des gens du pays. Et donc, le Yémen va régresser de 10, 15, 20 ans. Donc, il lui faudra longtemps pour retrouver le même niveau de développement ou de, si on peut admettre cette expression, si on considère que le Yémen était déjà en développement, si on considère qu'il n'était pas spécialement sur la bonne voie. Donc voilà, une intervention pour expliquer tout cela. Toutes mes interventions contribuent à créer un portrait, à dessiner un portrait. Je suis un être humain, évidemment un être humain de mon siècle. J'ai été du 20e, je suis du 21e. Évidemment, je me considère légitime à porter ma parole, à questionner, à essayer de montrer les contradictions, à essayer d'orienter. Mon but est la déclaration et d'arriver à ce qu'on déclare tous la guerre comme illégitime, que le recours à la guerre doit être établi. La première chose, déclarer la guerre comme illégitime. Et donc, comme on déclare la peine de mort comme illégitime et attentatoire à la dignité humaine, la guerre est attentatoire à l'homme, à sa dignité. La guerre est quelque part la même chose. Rien ne nous sépare de ceux que nous détestons, ceux que nous ostracions, ceux que nous nommons les barbares. La guerre est la manifestation la plus aboutie de la barbarie, de l'aspect de l'humanité abjecte, l'humanité à rejeter, l'humanité à oublier, l'humanité, quel que soit son point de référence, quel qu'elle puisse être, son discours de légitimation, l'humanité qui a droit à la guerre pour régler ses conflits est une humanité qui se déshonore, une humanité qui appartient à des âges des âges obscurs, une humanité qui n'est pas encore entrée dans l'âge des Lumières. La raison, le compromis, la négociation sans passer par la guerre, négociant sans avoir recours à la guerre. Voilà. Quelque part, c'est ma contribution. Je la renouvellerai autant que possible. Et vos contributions aussi au sujet, tous les sujets que vous voulez, vous êtes légitime à prendre la parole de toutes les manières possibles. Et c'est le silence de tous les citoyens de par le monde qui permet à des gens de jouer le rôle d'initiateurs. Ils font la guerre, ils font la paix sans nous. Sans nous. Nous ne sommes jamais, interrogés. On ne nous demande jamais ce qu'on pense réellement des choses qui se font en notre nom. On fait la guerre en notre nom. Nous voulons abolir la guerre parce que nous refusons. Ce n'est pas par lâcheté, c'est par conviction, par expérience. Nous savons, nous constatons que la guerre ne résout rien. Là, voilà.